Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 4 septembre. Tout de suite, le sommaire de ce journal. Des manifestants ont brûlé des pneus et jeté des pierres à l'extérieur d'un centre commercial à Abuja où se trouve une succursale du supermarché Shoprite avant d'être repoussés par une dizaine de policiers. Nous protestons contre ce que le gouvernement sud-africain fait au Nigeria. Nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes de bons citoyens et nous travaillons en partenariat avec eux. Ils possèdent Shoprite, ils possèdent MTN, ils possèdent GoTV et plein d'autres. Nous avons marre de tout ce qui se passe. Le président Muhammadu Buhari a convoqué mardi l'ambassadeur d'Afrique du Sud pour des entretiens et a indiqué qu'il enverrait un émissaire afin de transmettre son mécontentement au président Cyril Ramaphosa. Le gouvernement a aussi envoyé un convoi spécial en Afrique du Sud afin d'assurer la sécurité des citoyens nigérians ainsi que leurs biens. Les organisations nigérianes basées en Afrique du Sud ont appelé leur gouvernement à s'engager avec les autorités sud-africaines à mettre fin à la violence et aux attaques. Nous appelons le gouvernement sud-africain à faire davantage pour empêcher les attaques actuelles de se propager à d'autres régions. Nous appelons en outre l'Union africaine à engager le gouvernement sud-africain à trouver des solutions à ce vil démon de haine des autres Africains vivant en Afrique du Sud et à assurer la sécurité de tous ceux qui s'y trouvent. Nous appelons toutes les communautés de migrants africains à respecter les lois de notre pays hôte et rester respectueux de la loi. Le gouvernement nigérian s'est retiré de la réunion du Forum économique mondial de Cape Town et a rappelé son ambassadeur. Des célébrités nigérianes comme les stars de la musique Burna Boy et Tiwa Savage ont lancé un appel au boycott de l'Afrique du Sud. La Zambie a également emboîté le pas. La Fédération zambienne de football a annulé un match amical international contre l'Afrique du Sud prévu samedi à Lusaka, la capitale de la Zambie. Afin d'assurer la tenue d'élections libres et justes, la commission électorale tunisienne affirme s'être préparée à relever de nombreux défis liés au climat économique et au militantisme d'un certain secteur. C'est plus que 55 000 personnes qui seront dispatchées entre agents de contrôle, agents de bureau de vote, président et assesseur et président de centre de vote. Les 24 hommes et 2 femmes candidats aux élections sont conscients des enjeux et ne veulent pas perdre de temps. Nous avons signé l'accord du sommet arabe, nous sommes entrés sur le marché, ce qui a ouvert de nombreuses portes aux Tunisiens et aux entreprises exportatrices. C'est de la prison que le maillot des médias tunisiens Nabil Karoui, arrêté le 23 août pour un prétendu blanchiment d'argent, a lancé sa campagne présidentielle à travers une lettre. Le 15 septembre, nous ferons une révolution dans les urnes, une révolution pacifique, une révolution civilisée pour rendre la Tunisie à la population. Nous voulons donner à la Tunisie un nom basé sur la solidarité, la coopération, l'enrichissement et le développement permanent de l'ensemble du continent. Nous voulons faire de la Tunisie une capitale pour l'Afrique. L'élection présidentielle anticipée du 15 septembre a été décidée à la suite du décès du président Béji Caïd Essebsi en juillet. Celui qui dirigera le pays à l'issue de ce scrutin sera confronté au défi de redresser l'économie, mais aussi de contenir la menace des groupes militants, y compris l'organisation État islamique. Si les députés votent en faveur de ce texte de loi et donc contre le gouvernement, Boris Johnson a indiqué mercredi qu'il soumettrait au vote de la Chambre des communes une motion pour convoquer des élections législatives anticipées le 15 octobre. Et au Parlement, le Premier ministre britannique a rappelé qu'il entendait faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre avec ou sans accord. Je vous dis ceci, Monsieur le Président, quelle est notre stratégie de négociation? Il s'agit de parvenir à un accord avant le sommet du 17 octobre et de sortir de ce pays de l'Union européenne le 31 octobre. Il faut en finir avec le Brexit.
Lors d'un référendum en 2016, les Britanniques avaient voté à 52% en faveur d'un divorce avec l'Union européenne. Mais le sujet divise profondément la société britannique et des manifestations anti-Brexit ont encore été organisées aujourd'hui devant le Parlement. La base de notre démocratie parlementaire est qu'on élit des députés, puis ils défendent et légifèrent. Donc, si nous avons besoin d'élections générales et que cela a été convenu par le Parlement, cela doit se faire après le 31 octobre. Mercredi matin, la plupart des éditorialistes britanniques estimaient que Boris Johnson avait perdu le contrôle sur le processus du Brexit. Alors que le nombre d'arrestations de familles de migrants au nord de Rio Grande a atteint des chiffres records en 2019, les agents de la patrouille frontalière dans le centre-sud du Texas ont ressenti la pression. Dans la région de Del Rio, des agents ont érigé des tentes dans la ville d'Eagle Pass. Certains techniciens médicaux d'urgence ont été envoyés dans ces centres de traitement. En août, l'agence a ouvert un établissement de santé interne. Il s'agit de la salle d'évaluation initiale. Ici, on les voit et l'équipe médicale fait une évaluation de ce dont ils ont besoin. Et si elle peut les traiter ici, si ce n'est pas le cas, elle les oriente vers un autre établissement médical. L'agent de la patrouille frontalière américaine, Alan Vow, affirme que son secteur a appréhendé des migrants de plus de 50 pays. Beaucoup arrivent déshydratés au milieu d'une humidité extrême et d'une chaleur supérieure à 42 degrés Celsius. D'autres n'y arrivent pas. L'Organisation internationale pour les migrations rapporte que plus de 500 migrants sont morts ou portés disparus dans les Amériques en 2019, soit plus que chacune de 5 années précédentes. Environ la moitié d'entre ces cas se sont produits près de la frontière américano-mexicaine. La noyade est la principale cause. Le courant d'eau pourrait vous transporter 800 à 1600 mètres en bas de la rivière. Et puis beaucoup de fois, vous utilisez des radeaux de sauvetage de fortune et il est difficile de les manœuvrer. Vous êtes un peu à la merci du courant. Ceux qui l'ont fait se souviennent de moments tendus. Ma fille, elle pleurait. Maman, moi je ne saurais pas. L'eau, c'était déjà jusqu'ici. Elle pleurait. Maman, moi je ne saurais pas. On était déjà là, presque pour sortir. Mais si les dangers de la traversée sont évidents pour de nombreux migrants et demandeurs d'asile, l'alternative, disent-ils, est pire. D'après les chiffres publiés par le gouvernement, en France, une femme est tuée par son partenaire ou son ancien partenaire tous les 3 jours. Parfois, des femmes sont tuées parce qu'elles restent avec un homme violent. Beaucoup sont tuées même si elles partent ou signalent aux autorités les menaces dont elles sont victimes. C'est le cas de Julie Duhib, mère de 2 enfants, assassinée en mars dernier par son ancien partenaire. Elle a porté plainte, comme je l'ai dit plusieurs fois, 5, 6 fois. J'ai porté plainte pour menace de mort 5, 6 fois. On nous a écoutés, c'est vrai, mais on ne nous a pas écoutés non plus. On n'a pas su pourquoi, comment. Cette année, Julie Duhib a été la 30e victime de violences domestiques en France. Après elle, 71 autres femmes ont été tuées. Ce bilan macabre a suscité l'indignation du public et des demandes d'action. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce mardi que le gouvernement a créé un fonds pour des logements d'urgence aux victimes de ces violences domestiques. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence. 250 seront créés en 2020 dans les centres d'hébergement d'urgence pour assurer des mises en sécurité immédiates. Et le ministre du Logement créera par ailleurs 750 places grâce à la mobilisation de l'allocation de logement temporaire. Ce logement sera adapté aux femmes qui partent avec leurs enfants. D'autres mesures comprennent des programmes d'éducation pour les familles dysfonctionnelles et la police s'occupe des plaintes ainsi que des sanctions pour les agresseurs. Quand le conjoint ou l'ex-conjoint rend l'air irrespirable, impunément, je suis convaincu que c'est toute la société qui est non seulement misérable, mais asphyxiée. Il est donc temps que nous assurions à toutes les Françaises le droit de respirer, avec ou sans leur conjoint. La violence domestique est malheureusement une pratique courante dans le monde. D'après les Nations Unies, près de 30 000 femmes ont été tuées par leur partenaire intime en 2017, principalement à cause d'un manque de protection pour les femmes maltraitées.
Bonjour à tous. Et le tour préliminaire des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 ont commencé sur le continent. Le Burundi et la Tanzanie se sont neutralisés 1-1 à Bujumbura. 0-0 entre l'Éthiopie et le Lesotho. L'Érythrée s'est inclinée à domicile devant la Namibie 1-2. 1-1 entre le Soudan du Sud et la Guinée équatoriale. L'île Maurice est tombée 0-1 devant le Mozambique. Et comme l'avait promis la FIFA, ces matchs ont été diffusés en direct sur son site web et sa chaîne YouTube. Aux éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020, le Mali est tombé devant la Côte d'Ivoire en football. Les Maliennes se sont contentées des matchs nuls 0-0 à domicile alors qu'elles avaient perdu 3-0 à l'aller à Abidjan. Grosse déception pour le Mali, comme le dit son attaquante de Besiktas en Turquie, Aïssata Traoré. On a fait un très grand match contre une très grande équipe de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller, on les paye cash. On a fait le maximum ici. Malheureusement, on n'a pas pu marquer. Les Ivoiriens avaient 5 défenseurs et nous, on était 2 devant. Donc, c'était très difficile pour nous de garder le ballon et on n'a pas pu mettre la balle à terre. Au final, on a gagné les 50% et les 50 autres, on ne pouvait rien faire. Il faut retenir juste que la Côte d'Ivoire est une grande équipe. Le Mali aussi n'est pas une petite équipe. On va préparer les prochaines échéances. Dans les autres rencontres, le Nigeria a pris le dessus sur l'Algérie 1-0. Le Ghana a eu raison du Gabon 2-0. 0-0 entre le Cameroun et l'Éthiopie. Au troisième tour, la Côte d'Ivoire fera face au Nigeria. Belle confrontation en vue entre le Ghana et le Kenya. Le Cameroun devrait afficher un meilleur visage contre la République démocratique du Congo. Les matchs allés se jouent le 30 septembre et en retour le 4 octobre. Et puis, aucune équipe africaine au deuxième tour du mondial de basketball. La Tunisie, seul espoir du continent, a été désillusionnée par Porto Rico qui l'a défaite 64-67. Troisième défaite de suite, 63-80 pour la Côte d'Ivoire, déjà éliminée face à la Pologne. L'Angola a sauvé l'honneur en gagnant son dernier match 84-81 face aux Philippines. Pareil pour le Nigeria, vainqueur de la Corée du Sud 108-66. Désormais, tous les 5 représentants africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Angola, la Tunisie et le Nigeria, sont éliminés. Dommage. À demain. Une nouvelle journée dans cet entrepôt signifie pour Aoudou Suleiman, 30 ans, une occasion de joindre les deux bouts. Depuis 6 ans, il fouille chaque jour ce tas de déchets à la recherche de matières recyclables. Après avoir trié le plastique ou l'aluminium, Suleiman les amène pour le traitement. Ce travail représente de l'argent pour moi et c'est pour ça que je le fais avec passion. Depuis mon mariage avec mon épouse, cela nous a aidés. Les recycleurs locaux achètent ici les déchets et les transforment en produits réutilisables, essentiellement des pots, des fourneaux locaux et des ustensiles de cuisine, puis les revendent. J'ai commencé ce travail à Lagos avant de venir ici. C'est avec les revenus de la vente de mes pots que j'arrive à payer les frais de scolarité de mes 7 enfants. Pour de nombreux recycleurs, c'est un moyen de survie quotidienne. Mais les experts disent que le recyclage local est beaucoup plus que cela. Pour rappel, le Nigeria est l'un des plus gros générateurs de déchets solides en Afrique, avec environ 32 millions de tonnes de déchets solides par an. Presque tous les pays du monde ont des problèmes de gestion des déchets. Le Nigeria n'est donc pas un cas particulier. Le problème fondamental est notre logistique. La gestion des déchets coûte très cher. La gestion des déchets solides constitue le défi environnemental le plus urgent auquel sont confrontées les zones urbaines et rurales du Nigeria. Et avec une population qui devrait doubler d'ici 2050, il faudra s'attendre à plus de déchets solides. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouverai avec plaisir demain. Très belle soirée sur VO Afrique.